Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des plus belles startups pour construire avec vous la collection des meilleures pratiques RH de l'écosystème. Déjà, deux définitions que j'aimerais partager. La première, c'est la définition du handicap et la deuxième, c'est la définition du handicap en entreprise. Ne vous embêtez pas à prendre des notes, on s'en occupe pour vous. Vous pouvez retrouver le meilleur de cet épisode et de tous les autres dans le Yaniro Wiki, la bible des meilleures pratiques RH dans un Notion. Rémunération, recrutement, cooptation, tout y est. Pour découvrir le Yaniro Wiki, allez tout simplement sur www.yaniro.co/wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Géraldine, comment vas-tu ? Bonjour Alexis, je vais très bien et toi ? Eh bien écoute, ça va très bien. Moi je suis ravi de te recevoir aujourd'hui et ravi que tu aies accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yaniro. Il fait pas trop beau là où je suis. Je suis à Villejuif, c'est un petit peu morose, mais c'est pas très grave. On dit en avril, ne te découvre pas d'un film, parce que quand on enregistre là, on est en avril. Il va pas tarder à faire meilleur et en tous les cas, ravi de t'accueillir sur un sujet qu'on doit de longue date, parce que c'est quand même un sujet qui est très important sur la fonction people. Mais on attendait de trouver la bonne personne, peut-être une boîte qui a suffisamment de vécu et d'envergure pour avoir mis en place des chantiers avec du recul. Mais en tous les cas, tu es la bienvenue. Et si tu es d'accord, peut-être je peux te laisser te présenter ainsi que Le Bon Coin en détail. Oui, merci à toi pour l'invitation et merci aussi à Robin de HireSuite pour l'invitation. Je suis ravie d'être ici pour parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est le handicap. Alors pour commencer, me présenter rapidement, donc je m'appelle Géraldine, 8 ans d'expérience dans le recrutement, en passant par une boîte de cabinet de recrutement et de boîtes digitales, dont Le Bon Coin. Le Bon Coin, qui est, je pense, une entreprise qui parle quand même à beaucoup de personnes, donc qui a été créée il y a plus de 15 ans, qui accompagne aujourd'hui plus d'un Français sur deux au cours de différentes étapes de leur vie, que cela soit pour l'automobile, l'immobilier, l'emploi ou encore les vacances. Et aujourd'hui, Le Bon Coin, c'est plusieurs marques, ça on ne le sait pas trop, mais c'est Le Bon Coin principalement, effectivement, mais c'est aussi À Vendre à Louer, Location ou encore l'Argus. Top. Et peut-être tu veux nous parler d'un nom qui résonne moins dans les oreilles du grand public que Le Bon Coin, qui est Adevinta ? Tout à fait. Adevinta est notre groupe, notre maison mère, qui est donc un spécialiste mondial des petites annonces, du coup, notamment en Europe, et qui est présent dans 11 pays. Voilà. Et juste pour ma curiosité, Adevinta, ça a été créé par Le Bon Coin comme maison mère ou Adevinta a racheté Le Bon Coin ? Enfin, quel est l'historique un peu qui a donné lieu à ces deux entreprises ? Oui. Alors en fait, Le Bon Coin a toujours appartenu à 50% au tout début à une société norvégienne et le nom a changé il y a quelques années. C'était avant Schibsted et maintenant c'est Adevinta. Voilà, j'aurais appris quelque chose sur Le Bon Coin que je pensais connaître aujourd'hui. Oui. Je pense que c'est le cas pour vous aussi. Et Adevinta d'ailleurs, c'est 8000 collaborateurs dans le monde, donc c'est quand même une boîte. Ouais. Voilà. Et Le Bon Coin, c'est combien ? Alors on se parle ? Ouais, plus de 1600. Plus de 1600. Et effectivement, on vous le disait, donc tu en as parlé, Géraldine, aujourd'hui on va parler de sujets de handicap en entreprise et donc de ce sujet qui est extrêmement important. Je réinscris mon disclaimer parce qu'on pourrait se dire waouh, épisode 90 et quelques, 92 je crois, et on n'en parle que maintenant. Je pense que tu m'arrêtes si je me trompe, Géraldine, de ce que tu as vu peut-être dans d'autres entreprises, mais c'est vrai qu'entre le fait que quand on est dans une boîte de 15-20 personnes, il y a tellement de choses à faire côté RH, plus le fait qu'il y a que toutes les entreprises n'ont pas 15 ans d'existence comme Le Bon Coin, pour justement avoir du vécu sur ce sujet qui est extrêmement important et un nombre de personnes qui permet de faire beaucoup de choses, on attendait justement une opportunité comme celle-ci. C'est pour ça que j'ai un peu sauté sur l'occasion, quoi. Oui, non, mais je peux comprendre tout à fait qu'il faut effectivement avoir un petit peu de maturité au sein d'une organisation avant de parler de ce type de sujet-là. Et puis, je pense qu'au tout départ dans une société, c'est aussi quelque chose qui est souvent où on peut se dire c'est tout à fait naturel. On n'a pas besoin d'en parler puisqu'effectivement, naturellement, on accueille toutes les diversités, dont le handicap. On accompagne bien entendu un collaborateur qui aurait besoin d'aménagement de poste. Donc, pas besoin d'en faire une politique et d'activer plusieurs actions dessus. Mais néanmoins, on va du coup en discuter ensemble. C'est important d'en parler, c'est important de se sensibiliser.
Yes, donc on est parti sur ce cœur d'épisode sur le sujet du handicap en entreprise. Disclaimer, ou plutôt proposition de manière de faire. Quand on est sur des sujets qui sont des sujets majeurs, mais sur lesquels la maturité de l'entreprise peut avoir un impact assez important, ce qu'on aime bien faire, on l'avait fait sur le sujet diversité et inclusion, on l'avait fait sur le sujet de la RSE en général, c'est de prendre les choses marche par marche. C'est-à-dire, il y a une marche zéro qui sont les obligations légales. Donc, il y a plein de choses que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui sont des obligations légales sur le sujet du handicap en entreprise. Après, au-delà des obligations légales, peut y avoir la première marche, parce qu'on peut dire, waouh, dis donc, il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce qui a de l'impact, qu'est-ce qui a pas, qu'est-ce qui est difficile, qu'est-ce qui l'est pas. Puis, pour des boîtes qui sont peut-être un peu plus avancées, qu'est-ce qu'on peut faire en étape 2 ou 3. Donc, ça te va si on la joue comme ça? Super, ça me va. Eh ben, commençons par le commencement. Si on se met dans les chaussures du droit du travail, c'est quoi le set de définitions qui entoure le handicap en entreprise? Qu'est-ce qu'on appelle handicap? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Parce que j'imagine que ça change pas mal de choses sur la suite de ce dont on va se parler. Et dit autrement, est-ce que tu peux poser un peu les fondamentaux qu'on va utiliser par la suite quand on va parler justement d'initiatives relatives au handicap en entreprise? Oui, tout à fait. Déjà, deux définitions que j'aimerais partager. La première, c'est la définition du handicap et la deuxième, c'est la définition du handicap en entreprise. Donc accrochez-vous, c'est un petit peu long, mais c'est important pour C'est effectivement, juridique, hein, mais allons-y. poser le cadre. Alors, qu'est-ce que constitue le handicap? Un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Donc ça, c'est la définition du handicap. Donc ce que ça veut dire, je vais faire une démonstration un petit peu par l'absurde et tu m'arrêtes si je me trompe. Oui. Alors, information que vous n'avez pas sur moi, je suis daltonien. Donc ça veut dire que j'ai une vision altérée des couleurs. J'imagine que ça coche la case altération substantielle durable ou définitive d'une fonction physique ou sensorielle, parce que c'est absolument le cas, mais que, en l'occurrence, dans mon métier, ça ne limite pas l'activité ou la participation à la vie en société. Donc, aux yeux du Code du travail, dans le cadre dans lequel on est, je ne crois pas que ce soit un handicap, c'est ça? Alors, c'est un handicap, effectivement, je veux dire, peut-être en fonction de ton cadre de santé personnelle, je veux dire, si tu as un Tout à fait. suivi, par exemple. Par contre, au travail, effectivement, ça va être très individuel. Peut-être que quelqu'un qui est daltonien et qui est UX designer, par exemple, va être en situation de handicap à certains moments dans son métier. Mais je peux comprendre tout à fait que toi, Alexis, dans ton cas, tu ne l'es pas dans ton milieu professionnel. Tout à fait. Je te laisse continuer. Super. Et donc, très belle transition pour parler du handicap du coup en entreprise. Qu'est-ce qu'est un travailleur handicapé? Donc, est considéré comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par la suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions. Donc là, on revient physique, sensorielle, mentale ou psychique. Ok. Donc on a effectivement ces deux définitions qui viennent encadrer la suite de ce qu'on va se dire. J'imagine qu'il y a un certain nombre d'autres éléments que tu veux nous partager qui vont justement paver la suite de la discussion. Oui, tout à fait. Déjà parce qu'on parle d'un handicap, mais en fait, il y a plusieurs types de handicap et donc ça, je pense que c'est un élément important, à savoir. Donc c'est un très bon point ce que tu as dit, Alexis, parce que tu expliques, et merci pour ce partage-là, que tu es, daltonien, aujourd'hui, mais que donc tu n'es pas reconnu de manière administrative sur ton handicap. Faut savoir qu'effectivement, il y a une bonne distinction. Et là, si je parle uniquement des personnes qui ont une reconnaissance administrative, qui est notamment la reconnaissance qualité travailleur handicapé, la RQTH, on est aujourd'hui en France à un peu moins de 3 millions.
Et donc, sur les différents types de handicap des personnes justement qui ont cette reconnaissance, on va avoir donc 7 types de handicap. Si tu me permets, je vais les Bien sûr. citer. Donc on a les maladies invalidantes. Donc on va avoir le cancer, on va avoir le diabète, on va avoir l'asthme, ça peut être des migraines, ça peut être l'épilepsie. Tout ça est concerné par les maladies invalidantes, les maladies chroniques. On va avoir le handicap visuel. Justement, le fait que tu sois daltonien, ça fait partie du handicap visuel. Ça peut être aussi toute personne qui est malvoyante. On a le handicap psychique, donc la bipolarité, la dépression. Et le handicap psychique, c'est le premier handicap en entreprise. Le premier. Mm. Donc ça, on ne le sait pas. Même si les personnes ne sont pas reconnues de manière administrative, c'est le premier handicap en entreprise, le handicap psychique. On a le handicap moteur, donc ça peut être effectivement les amputations, les paralysies, les malformations. Le handicap auditif, les acouphènes, l'hyperacousie et après la surdité effectivement légère à profonde, en sachant que la surdité totale est très rare. On va avoir le handicap mental, notamment la trisomie 21, et le handicap cognitif, trouble 10, et les troubles du spectre autistique notamment. Alors, j'ai une première question qui me vient là-dessus. Enfin, tu peux dire je sais pas quand tu sais pas, parce que j'imagine que Oui, toi, tu t'es beaucoup intéressé à cette question des travailleurs handicapés, et du handicap en entreprise, mais tu n'es pas forcément juriste de formation. tout à Euh, fait. Là, je fais vraiment ma casquette naïve et peut-être c'est les questions que se posent les personnes qui nous écoutent à cette heure-là. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont très différentes là-dedans, au sens d'un niveau d'invalidité et qui dépend du contexte. Enfin, alors, je vais reformuler mon point. J'ai l'impression que les configurations que tu décris vont dépendre de l'environnement, en termes de à quel point ça crée un niveau de handicap élevé ou non. Et j'ai l'impression qu'on va avoir, effectivement, sur la définition de limitation d'activité, restriction de participation à la vie en société, que certaines. Enfin, qu'il va y avoir une différence de degré d'une ligne à l'autre. Typiquement, les acouphènes, j'imagine que déjà ça dépend de la puissance de l'acouphène, mais que ça peut être plus ou moins invalidant, mais en tout cas, ça sera probablement moins invalidant que la trisomie 21 dans la capacité à prendre certains types de jobs. Et du coup, je me demandais dans le cadre de la loi, est-ce qu'il y a entre guillemets, administrativement, un label de reconnaissance de handicap qui est global, ou est-ce qu'il y a entre guillemets quelque chose qui vient nuancer à quel point l'implication et l'intégration dans la société est difficile en fonction de ce niveau de handicap? Très, très bonne question. Chaque situation est différente et chaque situation est personnelle. Donc effectivement, déjà, toutes les personnes ne vont pas forcément demander à avoir une reconnaissance administrative. Et ce qui a été mis en place en France, c'est que pour chaque demande de reconnaissance administrative, on doit remplir un document avec un certificat médical propre à chaque situation du coup. Et ensuite, on va envoyer ce dossier à la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées. Il y aura une commission et la commission va émettre un avis si oui ou non cette personne a besoin d'une reconnaissance. Et donc, en fonction de chaque situation, il se peut que la personne n'ait pas accès à cette reconnaissance ou à différents droits. Donc, par exemple, nous, on a eu un cas chez Le Bon Coin, si tu veux, d'une personne qui avait un diabète. Alors, je ne sais plus si c'est du type 1 ou de type 2. Et donc, elle m'explique qu'elle est en très, très grande difficulté. Et donc, je l'invite du coup à faire justement ce dossier. Et en échangeant avec le médecin du travail, en échangeant avec des personnes qui sont dans le cadre de l'handicap, ils me disent attention, Géraldine, je pense qu'elle ne peut pas avoir le droit à l'RQTH. Elle a un type de diabète qui n'est pas reconnu. Sauf qu'elle avait des vraies difficultés quand même au sein de Le Bon Coin de son travail, et qu'elle avait un vrai besoin d'aménagement de poste. Donc on a creusé. J'ai été accompagnée par quelqu'un qui était très spécialiste et qui me disait mais il faut absolument que vous lancez la démarche. Il ne faut pas qu'elle s'arrête. Et on a lancé la démarche et finalement elle a eu la reconnaissance qu'elle était travailleur handicapé. Alors que on avait plusieurs personnes qui nous avaient dit ça ne sert à rien, elle ne l'aura pas.
Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis parce que pourquoi on passe un petit peu de temps là-dessus? Parce que tu le diras beaucoup mieux que moi et avec beaucoup plus de connaissances et d'expérience. Mais cette question d'une forme de reconnaissance administrative de situation de handicap partiel, total, enfin, je ne sais pas comment fonctionnent les degrés. euh, on pourrait aborder tout l'aspect symbolique que ça peut avoir et donc pourquoi certaines personnes vont peut-être être gênés ou inconfortables à l'idée de demander cette reconnaissance administrative. Mais ceci étant, pourquoi on en parle? Parce que dans le cadre de cet épisode, on va s'intéresser à justement au principe de solidarité qu'il y a derrière la reconnaissance administrative de la situation de handicap, qui est donc un cadre légal et obligatoire. La raison pour laquelle, entre guillemets, il y a des démarches administratives qui permettent de quelque part, au niveau de l'État, de la nation, de dire, bon voilà, bah, telle personne est en situation de handicap, ce qui va avoir tel ou tel impact, c'est aussi pour permettre d'avoir un cadre légal qui dit, OK, comment est-ce qu'on fait en sorte que l'insertion dans le monde du travail des personnes en situation de handicap est facilitée? Parce que si on laisse faire les choses, entre guillemets, de manière naturelle, c'est une évidence que c'est des personnes qui vont être en difficulté, probablement. Ah mais oui, tout à fait. Et avant, cette loi justement qui a mis en place cette solidarité nationale comme, étant, obligatoire, et une loi qui date de 1975, c'était, en fait, une affaire un peu privée. C'est-à-dire que les personnes s'en sortaient, mais en passant par des associations et cetera. Et depuis cette loi-là, il y a effectivement beaucoup plus de droits, c'est beaucoup plus encadré, et un accompagnement effectivement de l'État pour permettre à ces personnes de s'en sortir et d'être effectivement, d'avoir une société beaucoup plus inclusive pour toutes ces personnes-là qui souffrent d'un handicap. Ok. Et alors peut-être du coup, si on commence la transition vers les obligations légales, parce que j'imagine que là, on a juste abordé cette notion de reconnaissance administrative. euh, Qu'est-ce qu'une entreprise, là je pense aux DRH qui nous écoutent, aux professionnels de la RH, aux fondateurs, fondatrices, qu'est-ce qu'une entreprise a comme obligation relative au code du travail ou à la loi en général, par rapport justement aux travailleurs handicapés, aux travailleuses handicapées, donc aux personnes en situation de handicap? Qu'est-ce qu'on doit savoir? C'est quoi le niveau zéro? Mmh. Alors, 1re, information, c'est que toute entreprise, doit, assurer une sécurité pour ses collaborateurs et collaboratrices. Donc ça, c'est vraiment, c'est même en dehors du handicap. C'est le «b.a.-ba» entre guillemets, c'est qu'il faut bien avoir en tête que déjà, dans la loi, handicap ou pas handicap, reconnaissance ou non, tout employeur doit apporter des mesures de sécurité pour assurer en tout cas la sécurité et protéger la santé physique, mentale des personnes qui travaillent pour eux. Et aussi respecter toutes les préconisations de la médecine du travail. Et si on ne peut pas les respecter, on doit prouver pourquoi on ne peut pas respecter ces préconisations-là. Ouais, alors ça, effectivement, on l'a déjà abordé dans un autre épisode quand on s'est intéressé justement aux obligations légales d'une entreprise. Je pense qu'il y a beaucoup de fondateurs, fondatrices, et je ne vais pas vous jeter la pierre, je pense que c'est pas par malice, mais c'est plutôt par méconnaissance, parce qu'il y a quand même plein de choses à faire quand on monte une boîte. Mais effectivement, oui, c'est une réalité. Vous êtes responsable de la sécurité physique et mentale de vos collaborateurs, collaboratrices. Donc dit autrement, si on veut le tourner de manière un peu cynique, si une personne peut prouver qu'elle a été en insécurité ou que sa santé mentale ou physique s'est dégradée directement à cause de l'entreprise, elle peut tout à fait vous inquiéter juridiquement. Elle a raison de le faire, entre guillemets. Parce que c'était le deal. Tout à fait, c'est le deal. Donc oui, oui, effectivement, il y a une base quand même à connaître et à savoir en dehors du handicap, c'est qu'il faut vraiment s'assurer de mettre en place un environnement de travail sain pour tout collaborateur et collaboratrice. Donc je laisse continuer sur le niveau zéro. Bah, bien sûr, parce que ça ne s'arrête pas là. Si on rentre plus dans la partie situation de handicap, lorsque l'on a quelqu'un qui est en situation de handicap, on doit pouvoir prendre des mesures efficaces pour lui aménager son poste de travail. Donc ça, c'est aussi pareil, une obligation légale et aussi un point hyper important parce qu'il y a des managers, des directeurs, des cofondateurs qui sont soit pour le télétravail, soit contre le télétravail ou entre les deux. Dans le cadre de quelqu'un qui est en situation de handicap, le recours au télétravail doit être facilité. Donc ça veut dire que généralement, quand quelqu'un vous montre sa reconnaissance,
qualité de travailleur handicapé et qu'il souhaite ou faire du télétravail, on ne peut quasiment pas lui refuser. Ok, intéressant. Je ne savais pas. Donc ça, un point aussi à savoir. Et la déclaration est obligatoire normalement pour toute entreprise, et ça depuis la loi de 2018. Toute entreprise doit déclarer annuellement le nombre de collaborateurs en situation de handicap qu'elle a. Et ensuite, un dernier petit point, ça c'est pour les sociétés quand même avec une bonne taille, donc 250 salariés au moins, il faut avoir obligatoirement un référent. Un référent qui est désigné par la société sur le sujet du handicap. Ok, donc si je reprends, en plus de l'obligation de l'entreprise à assurer la sécurité physique et psychologique de ses collaborateurs, collaboratrices, il y a un recours au télétravail qui doit être facilité pour les travailleurs, travailleuses en situation de handicap et un aménagement de poste qui correspond au handicap de la personne employée, c'est ça? Tout à fait, ouais. Question, donc moi je continue mes questions naïves. Ah bah, Naïve, est-ce qu'il y a à partir d'un certain nombre de personnes, un encadrement légal sur des quotas de travailleurs ou travailleuses handicapées, que ce soit par obligation légale ou par incentive, typiquement qu'il y a je sais pas, j'allais dire un cadeau à l'entreprise qui est fait. Est-ce que en gros il y a des manifestations publiques qui visent à favoriser l'insertion des travailleurs et travailleuses handicapés qui prennent une forme ou une autre, la carotte ou le bâton, hein, quelque part? Très, très bonne question et effectivement, je pense que c'est, le fameux chiffre que tout le monde connaît, le chiffre des 6 le quota des 6. Soit on connaît un peu ce chiffre, soit de loin on a entendu parler. Bah, la preuve, je te pose Effectivement la question, c'est que et j'avais ben pas le voilà, chiffre, mais je me disais bien qu'il y avait un truc il y comme avait ça. quelque chose comme ça. Tout à fait, on a bien effectivement un chiffre à respecter et ça, c'est pour tous les employeurs qui ont au minimum 20 salariés à temps plein sur toute l'année. Ok, alors 20 salariés temps plein toute l'année, chiffre de 6%, mais comment ça se manifeste? Je suis obligé, un incentive si je le fais, je suis inquiété si je le fais pas, comment ça se passe vraiment? Alors c'est une obligation légale, donc effectivement, Ok, il faut, respecter cette obligation légale. Maintenant, si on ne la respecte pas, lors de la déclaration, donc l'État va être mis, au courant du fait qu'on n'a pas respecté cette obligation légale et on va avoir une contribution. Si j'appelle ça autrement, une taxe à payer. donc ce que ça veut dire, c'est que si j'ai une entreprise de 20 personnes et que sur ces 20 donc tu salarié temps plein comme tu disais, et que sur ces 20 personnes, personne n'est administrativement reconnu comme étant en situation de handicap, à la fin sur mon bilan, j'ai des taxes que je n'aurais pas eues si j'avais donc une de ces 20 personnes qui était travailleur ou travailleuse handicapée, c'est ça? Alors, en fait, effectivement, oui, elle doit payer une taxe. Maintenant, si par exemple, l'entreprise a atteint le 20e collaborateur, au cours de l'année 2022, il va avoir un petit peu de temps où il ne va ne pas payer cette contribution pour lui laisser le temps, en fait, de mettre en place des actions et de recruter cette personne. Et Ok, donc très ça, clair. c'est entre 3 et 5 ans. J'ai plus la date exacte, mais pendant 3 ou 5 ans, il va pas payer de taxes, mais on va lui dire: «Bah, écoute, tu as, du coup, ces 3 et 5 ans, le temps de pouvoir mettre en place des actions et de recruter quelqu'un». Ok, très clair. Donc là, on est niveau zéro. Donc, à partir de 250 salariés, il faut un référent ou une référente. Mmh. Obligation, en tout cas, d'embaucher donc à partir de 20 personnes. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont des obligations légales? Non, pour moi, on a fait le tour. Ah oui, il y avait la déclaration effectivement aussi, Mmh. obligatoire. Avant qu'on passe au niveau 1, donc là on est sur les obligations légales, moi j'ai une question, pareil, tu me pardonneras les questions qui sont, peut-être un peu, des questions de ceinture jaune, hein, mais, c'est à ça que je sers dans cet épisode. Hem, Comment on configure le Rubik's Cube, j'allais dire, entre l'intégration de travailleurs ou de travailleuses handicapés et des types de handicap qui deviennent tout ou partie incompatibles avec le poste. Dit autrement, le principe même du handicap, selon la définition, c'est une forme d'incapacité qui dure dans le temps à faire des choses qui sont relatives à la société civile. Ok, donc je pense que la définition effectivement est assez parlante et assez réaliste et couvre aussi les handicaps invisibles. Ceci étant, dans une entreprise
si on sort de la logique de handicap momentanément, quand on recrute, typiquement, on va chercher une adéquation entre le poste et la personne, le plus possible. Donc, on va dire, bon voilà, pour le poste, il faut faire ci, et la personne sait faire ça, et ben ça fit bien, et du coup, je vais recruter cette personne. Comment est-ce qu'on trouve l'équilibre selon la loi, et tu vas me dire peut-être que il y a rien comme encadrement, pour faire en sorte que on essaye de ne pas créer soit une situation de sous-performance de facto pour l'entreprise si on le prend du côté cynique, soit une question de pression très forte mise sur le travailleur ou la travailleuse handicapée si l'environnement est pile poil sur les sujets qui lui sont délicats. C'est une super question. Déjà, dans un premier temps, il faut se dire que c'est pas à la personne de s'adapter au contexte, à la situation ou à son poste. C'est à nous, en tant qu'employeur, de faire en sorte qu'avec des aménagements de poste, on va compenser son handicap. Ok, donc ça, c'est effectivement philosophie de départ. Tout à fait, philosophie de départ. Donc, si jamais on veut recruter quelqu'un et que la personne elle a les compétences, parce que c'est ça l'objectif, c'est que quand on parle de handicap, on ne pense pas au handicap de la personne, mais on pense à ses compétences. Si la personne a les compétences, mais qu'elle a besoin d'un aménagement de poste pour lui permettre d'assurer le job, eh ben on va lui permettre en fait un aménagement de poste. Peut-être ça peut être du télétravail pour qu'elle soit dans un environnement beaucoup plus silencieux, qu'elle puisse plus se concentrer. Ça peut être par exemple pour quelqu'un qui a qui est par exemple autiste Asperger, ça va peut-être être de commencer un peu plus tard pour éviter d'avoir à affronter la foule pendant les transports. Voilà, donc ça va être énormément d'aménagement de poste pour permettre à cette personne de matcher avec les compétences qui sont recherchées par le poste et les enjeux du poste. Et après, c'est aussi à la personne de savoir si elle est faite ou pas pour ce poste-là. Il faut aussi à l'employeur, c'est vraiment des best practices, c'est au niveau de l'annonce, mettre tous les éléments qui peuvent permettre à une personne sous handicap de se dire: «OK, ce poste est fait pour moi ou non». Donc la charge de travail, le port de charges lourdes, les déplacements, toutes ces informations-là qui vont permettre à la personne qui est en situation de handicap de savoir si le poste est fait pour elle ou pas. Voilà. Donc, je vais faire volontairement un exemple un peu extrême. Donc, ce que ça veut dire, et j'aime beaucoup la notion de compétence versus poste en fait de travail que tu décris. Ce que ça veut dire, c'est que je sais pas, par exemple, j'ouvre un poste d'animateur de podcast. On peut imaginer que quelqu'un qui a eu un problème aux cordes vocales qui fait qu'elle ne peut pas parler, de facto, va manquer cette compétence-là. Et tous les aménagements de poste qu'on pourrait imaginer ne vont pas permettre de résoudre cette problématique-là parce que c'est quelque chose qui est cœur au métier. En revanche, on ne peut pas dire que quelqu'un qui souffre d'hyperacousie n'a pas les compétences pour travailler en call center parce que c'est un environnement d'open space qui est bruyant, parce qu'on pourrait tout à fait aménager un poste à distance. Tout à fait, ou lui permettre d'avoir un casque avec du coup qui soit adapté à son handicap. Oui, il y a un aménagement possible, contrairement à mon premier exemple où en fait l'aménagement n'est pas malheureusement imaginable. Là, ce sera plutôt une reconversion, ouais. Tout à fait. Ok, très clair. Bon, ça, je pense que là, on y voit très clair. Du coup, niveau 1, on n'a pas beaucoup de budget, on a un petit peu de temps. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Déjà, on peut désigner un référent handicap. Un ou une référente handicap ou des ambassadeurs, vous pouvez vraiment les appeler comme vous le souhaitez. Qu'on ait ou pas l'effectif de 250 salariés, on peut tout à fait mettre en place des personnes qui sont animées par cette cause, qui peuvent accompagner des collaborateurs, qui peuvent actionner, je sais pas moi, une sensibilisation sur ce sujet-là et du coup communiquer ces référents-là au sein de la société. Donc ça peut être une personne, comme plusieurs personnes, par site, par région, par pays, voilà. Donc ça, je pense que c'est un premier point pour que si les personnes ont des questions, ils puissent s'adresser à quelqu'un. Ensuite, ça peut être je fais juste un petit aparté là-dessus, excuse-moi parce que ça m'en revient. Oui. Dit comme ça peut sembler être assez lourd. Moi, ce que je comprends dans la manière... Enfin, quand on entend référent handicap, on imagine, moi j'imagine presque quelque chose comme délégué du personnel, etc. La manière dont tu me le décris, j'ai l'impression que c'est finalement très simple. C'est quelqu'un qui est animé par cette cause-là, qui s'y connaît et qui peut devenir la personne à qui s'adresser pour mieux traiter ces sujets, s'assurer qu'ils ont une vie dans l'entreprise et qu'entre guillemets, qu'il y a quelqu'un à qui contacter dans les moments où on a des questions dessus. C'est ça ?
Ah oui, tout à fait. Après, ça dépend encore une fois de l'enjeu que porte la politique handicap dans la société. Mais si on est encore au niveau 1, Oui, tout on à n'a fait, c'est niveau 1. absolument rien lancé, mais qu'on souhaite quand même que les personnes qui ont des questions, mais qui ne peuvent pas en parler à leur manager, qui ont peut-être honte d'en parler ou ne veulent pas, à leur RH, qui ont peut-être peur aussi, et peuvent en parler à quelqu'un d'autre, et ben un référent ou un ambassadeur, ça peut être hyper intéressant. Après, c'est vrai que si c'est des personnes qui n'ont aucune connaissance du handicap, par exemple, peut-être qu'un MOOC de base pour expliquer ce qu'est le handicap et comment ils peuvent accompagner les collaborateurs qui ont une question, ça peut être intéressant. Mais pour l'instant, pour moi, effectivement, pas, voilà, un petit peu de temps, il faut avoir du temps, hein, comme je l'ai nommé, mais pas besoin d'avoir une casquette plus large que ça, dans un premier temps, dans un niveau 1. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut mettre en place des initiatives pour accompagner justement ces collaborateurs qui sont en situation de handicap. Nous, par exemple, chez Le Bon Coin, la première initiative qu'on a mis en place, c'est autoriser des jours d'absence pour leur permettre déjà d'assurer des rendez-vous médicaux, pour leur permettre par exemple de renouveler leur dossier RQTH qui prend un petit peu de temps. Voilà, donc c'est de mettre des jours par exemple d'absence et mettre des jours de télétravail en plus. Voilà, c'est commencer à avoir des initiatives portées par la direction, bien entendu, hein, pour faciliter en fait l'équilibre vie pro, vie perso d'une personne en situation de handicap. Donc là, tu m'arrêtes si c'est un raccourci qui est philosophiquement pas le bon, mais on est quelque part dans la lignée, par exemple, des entreprises qui choisissent d'allonger le congé second parent. C'est-à-dire qu'il y a une obligation légale qui encadre quelque chose et on décide, au titre de l'environnement qu'on veut faire vivre à ses collaborateurs et collaboratrices, de faciliter la vie soit de certaines personnes à certains moments. Et là, c'est un peu la même chose, de dire, voilà, on sait que c'est contraignant d'un point de vue médical, donc on crée des jours, entre guillemets, d'absence payés. Tout à fait. Comme le don de jour, normalement, c'est pour les personnes qui sont aidantes. On peut tout à fait se dire aussi qu'on peut amener des dons de jour pour des personnes qui ont une RQTH. Et effectivement, et alors là je fais le lien sur les épisodes qu'on a déjà fait sur des sujets typiquement RSE ou congés second parent. Je vais juste dire moi la manière dont moi je le vis, et je prends ma casquette de chef d'entreprise, d'une petite entreprise là-dessus, c'est quand on pense comme ça, on peut très vite se dire oh là là, mais attends, c'est beaucoup quand même, c'est compliqué, c'est machin, enfin ça touche au sous quelque part, donc on se dit c'est compliqué. Quand vous faites l'équilibre entre ce que ça, vous ne me voyez pas faire des guillemets, mais coûte à l'entreprise versus ce que ça peut apporter aux principaux et principales intéressés, je pense qu'il n'y a aucune question à se poser. Moi, j'avais la référence du congé second parent, de quand on met les choses bout à bout, en comptant les salaires chargés, etc. Ce que ça change sur une année, c'est ridicule, c'est un delta. Et à l'inverse, que ça change pour les seconds parents, et là, en l'occurrence, les travailleuses handicapés, effectivement, je pense que c'est délirant. Ah oui, non, mais complètement. Et puis là, par exemple, nous, on avait mis en place 2 jours d'absence autorisés, ce qui est 4 demi-journées dans l'année. C'est pas grand-chose et C'est en que dalle, ouais. plus, c'est que dalle et en plus, faut savoir que les personnes en situation de handicap, elles n'osent pas demander. Donc la plupart ne demandent pas. Donc nous on a d'ailleurs dû les inciter à chaque fois que je les voyais: «Mais ne t'inquiète pas, c'est fait pour toi, tu peux, tu pas obligé de prendre un jour de congé, tu pas obligé de négocier pour faire des allers-retours entre chez toi et ton médecin. Prends ta demi-journée et reviens, quand tu seras, quand tu auras fini tes rendez-vous médicaux et voilà, en forme et prêt à reprendre tes sujets, quoi». Donc non, non, on n'est pas même un jour, j'ai envie de vous dire, même une demi-journée, ça peut aider et ça peut permettre à la personne de se sentir à l'aise et reconnue dans, sa situation de handicap et en entreprise, quoi. Donc Ok, très clair. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore au niveau 1? et bah, toutes les actions de sensibilisation, parce qu'il y a pas mal de choses à faire, dessus. Ça, c'est un point clé quand même, la sensibilisation. Donc faut savoir que moi, quand j'ai commencé le handicap, ce sujet-là, c'était en 2018. C'est les premières choses que j'ai commencé à faire, c'est déconstruire, les stéréotypes qu'on peut avoir sur le handicap et partager les réalités du handicap. Donc surtout les chiffres clés, donc 80 des handicaps sont invisibles, puisque la plupart des personnes pensent que le handicap est égal fauteuil roulant, alors que ça représente 2 à 3 Ça va être aux managers de leur dire attention, non, non, si vous recrutez pas une personne en handicap, elle va pas tout de suite vous demander un aménagement de poste, hein, c'est que 15%
des personnes qui sont en situation de handicap qui demandent un aménagement de poste. Voilà, donc c'est vraiment leur partager des chiffres clés pour déconstruire les stéréotypes. Donc c'est un point pour moi qui est hyper important, qui peut paraître compliqué parce qu'on se dit il faut du temps, mais on peut le faire à des dates clés, à des moments clés, notamment par exemple pour la semaine du handicap, qui est la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, qui est toujours à la 3e semaine du mois de novembre. Donc on peut l'anticiper un petit peu et se dire tiens, pendant cette semaine-là, je vais partager un article. On ne l'écrit pas, on le partage. Mais c'est déjà un bon point, parce que j'ai toujours en tête, on n'a pas beaucoup de temps. On ne l'écrit pas, on le partage, et ça fait déjà une première sensibilisation. Et alors, ça va peut-être être un peu à l'encontre de l'approche niveau 1 où on n'a pas beaucoup de sous, voire pas du tout, et un petit peu de temps. Moi, je trouve qu'il y a eu des choses formidables qui ont été faites sur la sensibilisation sur différents sujets, notamment quand c'est packagé, j'allais dire. Typiquement, la fresque du climat a fait un bien fou pour ce sujet de RSE. Tout le travail qui a été fait sur les biens conscients, sur la diversité et l'inclusion, c'est très très bien. Là, admettons, je suis un peu entre les deux, c'est-à-dire j'ai très envie de faire des actions de sensibilisation, mais par contre, je sais pas par quel bout le prendre, parce que c'est un sujet que je maîtrise mal. Est-ce que tu as un partenaire, un prestataire, quelqu'un vers qui se tourner, même si ça coûte un tout petit budget, pour quelque part faire quelque chose alors qu'on est novice sur le sujet? L'AGFIP. L'AGFIP, c'est le contact clé. Alors donc c'est une association qui va gérer tous les fonds pour les personnes handicapées. Et donc c'est un site internet avec énormément de contenu. Tout fait, tout préparé sur beaucoup de sujets. Et donc pour moi c'est le premier interlocuteur sur le sujet du handicap quand on n'a pas de temps, pas d'argent, parce qu'en plus c'est une association, donc c'est totalement gratuit. Et d'ailleurs, si vous contribuez, donc si vous avez entre guillemets une taxe à payer, vous avez même un conseiller qui peut vous aider. Et alors, un large choix d'initiatives et d'accompagnement par l'AGFIP. Donc l'AGFIP, contact clé à avoir et à contacter quand on n'a pas beaucoup de temps, pas beaucoup de sous. Voilà. Ok, très clair. Donc que ce soit parce qu'on va garder contact avec ou pour la sensibilisation, la GFIP, c'est bien noté. Côté recrutement, il y a quelque chose qu'on peut faire en niveau 1? Oui, tout à fait. Encore la GFIP. Je vais beaucoup Le retour. Je vais beaucoup les citer parce qu'ils ont un site d'emploi qui est gratuit. Donc ça peut prendre un petit peu de temps parce qu'il faut, si je ne me trompe pas, avoir un budget pour que les publications se fassent automatiquement. Mais néanmoins, on peut à la mano mettre deux, trois annonces dessus, c'est gratuit et ça pourrait nous permettre de recruter une personne en situation de handicap. On peut aussi mettre dans l'annonce qu'on a un référent handicap. Donc effectivement, tous les postes en France sont ouverts à des personnes en situation de handicap, mais on peut préciser qu'on a un référent handicap qui va permettre de rassurer le candidat ou la candidate qui est en situation de handicap et donner un maximum d'informations. Plus vous donnez de l'information, plus la personne va pouvoir savoir si elle est compatible ou non. Donc, sur où on est situé, sur est-ce que le cadre, est-ce qu'il est bruyant, non bruyant, est-ce qu'il y a des déplacements à avoir. etc. Tout à fait, tout à fait. Ok, très clair. Déjà plein de choses en niveau 1 qu'on peut faire, sur lesquelles on peut se projeter. Et du coup, si on a un peu plus de budget, un peu plus de temps et une conviction profonde, et donc qu'on a envie de manifester dans l'entreprise, niveau 2, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est exactement là où on était avec Le Bon Coin quand j'ai commencé, donc en 2018. Et nous, on a commencé, parce qu'on avait un petit peu de budget, par faire un diagnostic. Donc, pourquoi je le mets en niveau 2, l'audit, diagnostic parce qu'il faut un petit peu de temps, quand même, je trouve. Et c'est mieux si on peut être accompagné, donc un petit peu d'argent aussi. Donc, nous, on l'avait fait avec Good to Know, qui nous avait accompagnés dessus. Et donc, on avait lancé un questionnaire pour savoir la perception du handicap par les collaborateurs. Et c'est ce qui nous a permis de définir, en fait, les actions clés et les enjeux clés qu'on doit mettre en place, en fait, dans un premier temps. Donc, première étape pour moi, audit, diagnostic, voilà. Et si on n'a pas de budget, on peut très bien le faire avec un outil interne, trouver des questions sur Internet, prendre des questions qui sont compatibles avec notre contexte, notre enjeu, et puis l'envoyer aux collaborateurs.
Ouais, forcément, sans aucune surprise, ça a des connexions fortes avec, les sujets qu'on a abordés dans d'autres épisodes sur la RSE, diversité et inclusion, parce que, l'approche, reste une très, très bonne approche et effectivement, niveau 2, audit égale, plan d'action ou, on va dire chantier à mettre en place par la suite. Parce que je dis juste ça parce que, je suis sûr que que c'est ce dont on va parler juste après, mais, ne faites pas d'audit si vous faites pas les trucs après. Évidemment. Exactement, et c'est pour ça que je l'ai pas cité ni en niveau 0 Tout à ni fait. en niveau 1. Parce Parce que que c'est je me assez suis lourd, dit: mine de rien, les chantiers après, ouais. «C'est assez lourd», et puis l'ancien diagnostic, donc ça veut dire que vous envoyez un message auprès des collaborateurs: «OK, l'entreprise souhaite s'investir, se sensibiliser, améliorer le suivi du handicap», et puis rien faire après, c'est quand même revenir en arrière. Donc effectivement, il faut avoir du temps et il faut se dire que derrière, donc un vrai souhait d'avancer d'avancer sur le sujet, derrière mettre en place, un plan d'action sur 1 an, sur 3 ans, sur 5 ans, avec des enjeux hyper forts et avec à côté de chaque enjeu, des actions, quoi, pour mettre en place. Tu as des exemples, si on prend le cas du Bon Coin que tu connais bien, parce que j'ai du mal à visualiser, c'est quoi un chantier, effectivement, qui peut ressortir de ce diagnostic? Vous, qu'est-ce qui était ressorti, à l'époque et c'est quoi le genre de chantier que vous avez mis en place? Enfin, ce dont tu peux nous parler, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc nous, effectivement, donc on avait lancé le sondage et donc on s'était rendu compte de 1 que les collaborateurs souhaitaient qu'on parle plus du handicap, et 2 qu'il y avait quand même, un accompagnement à réaliser, notamment auprès, des personnes qui ont une équipe, qui était plus, «Oui, j'aimerais bien avoir une personne en situation de handicap, mais je pense, qu'elle peut, avoir, un frein, sur différents contextes». Donc c'est-à-dire, un frein parce que, bah, mon poste n'est pas adapté, un frein parce que je pense que, ne va pas pouvoir assurer, sur, toutes les missions dont les managers ont besoin. Donc il fallait quand même, parler du handicap, mais déconstruire beaucoup de stéréotypes qu'avaient aussi les managers et les autres collaborateurs du Bon Coin. Et on a aussi remarqué qu'il y avait des collaborateurs qui étaient en situation de handicap, mais qui n'osaient pas se prononcer. Et ça, c'est un point important parce que j'avais une personne qui m'a dit un chiffre clé, c'est que 30% des collaborateurs sont en situation de handicap dans l'entreprise, reconnus ou non. Après, ce chiffre est à mesurer parce que ça dépend de l'âge moyen des collaborateurs, mais c'est que d'office, vous avez forcément des personnes qui sont en situation de handicap. Et donc nous, on a commencé par du coup à mettre en place 3 enjeux. Donc on s'est dit, bah, faut sensibiliser, faut déconstruire les stéréotypes. On va recruter parce que du coup, on a beaucoup, enfin, on est quand même une société en hyper croissance, donc on a énormément de recrutement à faire. Donc on se dit, tant mieux, il faut qu'on puisse aussi recruter des personnes en situation de handicap. Et ensuite, un troisième point, c'est qu'on s'est dit, on va parler de l'interne, mais pas que. On va aussi sous-traiter des activités au secteur adapté et protégé, et donc notamment avec les entreprises adaptées, notamment avec les consultants qui ont un statut travailleur handicapé. Et donc voilà, donc ça a fait partie de nos 3 enjeux pour notre première année quand on a lancé le sujet du handicap. Top. Est-ce que tu as d'autres exemples qui sont pas forcément du Bon Coin ou à d'autres moments de ce travail que vous avez fait chez Le Bon Coin dont tu peux me parler qui est niveau 2? Parce qu'après le niveau 3, c'est encore autre chose. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le niveau 2 ou effectivement d'autres éléments qui te semblent appartenir à cette échelle-là. Mmh. Si on a un peu de budget, nous, ce qu'on avait fait dans la 2e, 3e année, de la mission handicap chez Le Bon Coin, ça a été, de s'accompagner d'experts. De se dire que seul, c'est bien, mais avec des experts, c'est mieux. Et notamment Tremplin, qui est une association qui accompagne les jeunes en situation de handicap, parce qu'on s'est dit que, il y a un constat, c'est qu'il y a peu, de personnes en situation de handicap qui ont, qui ont un bac+5 ou qui ont au-dessus d'un bac+3. Donc, il faut qu'on puisse les accompagner, à avoir une formation, à avoir un stage, et à être coachés. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit: «On va, devenir, partenaire avec Tremplin pour aider ces jeunes justement, pouvoir grandir et à atteindre leur objectif, scolaire et professionnel». Donc et ça a super bien marché parce ils avaient un système de coach
Et nos collaborateurs aimaient beaucoup ce système-là, donc d'accompagner des jeunes 1 heure, 2 heures l'année, et donc du coup de découvrir qu'en fait les jeunes en situation de handicap, c'est pas tous des jeunes qui sont en fauteuil roulant, mais c'est pas tous des jeunes qui ont un handicap lourd, mais au contraire, il y a une pluralité des handicaps. Donc ça avait très très bien marché. On a aussi participé à des salons de recrutement, notamment Hello Handicap, qui est assez connu, qui est donc un salon digital 100% pour les personnes en situation de handicap. Et donc on a participé à ça aussi. Donc pareil, il faut avoir un petit peu de budget pour ces deux initiatives que j'ai lancées. Et ensuite Duo Day, pareil, qui est super intéressant, une initiative qui a été mise en place par l'État, c'est de créer un binôme entre un collaborateur et un stagiaire en situation de handicap. Pas besoin d'avoir de nombre de salariés, c'est-à-dire que même en tant que start-up, on peut se dire ok, je participe à Duo Day, c'est une fois dans l'année, et je fais venir un stagiaire en situation de handicap pendant une journée. Ça ne nous coûte rien, c'est une journée. Et je fais découvrir le métier, l'entreprise, et je sensibilise à la fois moi et mon équipe sur le sujet du handicap. Ok, top. Et alors, je suis très curieux de savoir ce qui se passe dans le niveau 3 et plus haut encore. Qu'est-ce que un fondateur, fondatrice, une DRH, un DRH qui a vraiment envie d'embrasser sa responsabilité sociétale des entreprises et de faire avancer la société sur ce sujet. C'est quoi les actions de niveau, je veux dire, évidemment plus engageantes, soit en termes de budget, soit de temps, qui existent? Alors ça prend un petit peu de temps, mais nous, ce qu'on a fait, c'était la 3e année, c'est un audit par l'AGFIP. Donc, c'est-à-dire qu'on avait lancé la mission handicap, on a fait donc un sondage avec justement la société Gustuno qui nous a accompagnés, et 3 ans plus tard, on s'est dit ok, on va faire un audit. Alors c'est pas un audit juste en envoyant un sondage, ça a été un audit qui a été très 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 complet, qui est totalement gratuit lorsqu'on paye une contribution par la GFIP, et qui nous permet de nous dire ok, voici pareil en fait, qui nous fait un bilan. Donc ça prend à peu près 3 à 6 mois de faire cet audit là, et ensuite il nous faut un bilan hyper qualitatif sur pas mal de KPI et pas mal d'enjeux qu'on peut actionner en interne. Donc si on a du temps, si on a du budget et qu'on veut vraiment lancer une politique handicap en entreprise, faire un audit avec la GFIP pour moi est indispensable. Donc ça, voilà, donc plutôt niveau 3. Et ensuite, nous, ce qu'on n'a pas fait, mais qui est aussi intéressant, c'est de lancer un accord. Et avant l'accord, nous, c'est ce qu'on avait fait de manière intermédiaire, lancer une charte. Alors, petit point vocabulaire, c'est quoi un accord handicap et c'est quoi une charte handicap? Ouais, tout à fait. Donc un accord, alors c'est assez, il y a un cadre légal dans le handicap quand on parle d'accord handicap. Nous on l'a pas fait, donc j'ai pas beaucoup d'éléments à vous apporter dessus, mais c'est un accord où on va intensifier 2 parties dans le handicap, c'est un plan d'embauche et le plan de maintien dans l'emploi. Donc embauche, ça veut dire qu'on va actionner fortement l'embauche de personnes en situation de handicap, et un plan de maintien dans l'emploi, c'est qu'on va s'assurer que toutes les personnes en situation de handicap, via des aménagements de poste, via des formations, puissent maintenir leur emploi. Et c'est un accord qui est en 3 ans, renouvelable une fois, donc 6 ans maximum, et qui permet de ne plus avoir de contribution à payer. Donc on ne paye plus de contribution, et cette contribution devient notre budget pour mettre en place des initiatives pour atteindre donc du coup les objectifs principaux, plan d'embauche et plan de maintien dans l'emploi. Et la charte, nous, c'est ce qu'on a fait effectivement, c'est un entre-deux, donc on l'a fait après l'audit. Et en fait, c'était de se dire qu'on veut pas, entre guillemets, avoir un budget hyper important qui nous permet de mettre en place plein de choses, parce qu'on n'était pas assez prêt pour ça. C'est-à-dire que nous, chez Le Bon Coin, on paye quand même une taxe assez forte. On n'est pas du tout au niveau des 6%, on est entre 1,20%, parce qu'on est en hyper-croissance, donc on croît chaque année. Donc même si on a recruté 30 personnes en 5 ans, on a tellement évolué en termes de nombre de salariés qu'on n'a pas un fort taux de personnes sur handicap. Mais néanmoins, on s'est dit, on va prendre le temps déjà de encore devenir plus mature avant de faire l'accord, parce que c'est 3 ans, renouvelable une fois, et après on peut plus faire d'accord.
Donc on s'est dit, le moment où on fera un accord, il faut qu'on soit vraiment prêt. Donc la charte, on n'a pas d'obligation entre guillemets sur le fait qu'il faut mettre en place un plan d'embauche et un plan de maintien d'emploi. On choisit nos enjeux. C'est une charte qui est avec des objectifs que internes, donc on n'a pas de comité à faire ou de commission à faire pour montrer entre guillemets que on a répondu à nos objectifs, même si nous on l'a mis en place chez Le Bon Coin. Donc du coup, on a une pression qui est un peu moindre. Et donc c'est ça que je dis que c'est une bonne manière de faire une transition. Donc nous, on a lancé une charte, on a défini la charte en 3 ans, on a annoncé des objectifs, notamment par exemple recruter 45 personnes en 3 ans. On a lancé des objectifs en termes aussi de augmenter notre facture via le secteur adapté et protégé, donc sous-traiter plus d'activités via le secteur adapté et protégé. Sur la sensibilisation, on a sensibilisé plus de 90 managers sur le handicap. Voilà, donc on a émis 5 enjeux dans notre charte qu'on a partagé au CSE. On a fait 2 comités par an pour partager nos engagements et nos résultats. Et c'était pour nous voilà, une marge de se dire, OK, c'est une transition avant de faire un accord. Ok. Je pense que là, grâce à toi, Géraldine, on vient de faire un tour phénoménal sur tout ce qui peut être fait pour à peu près toutes les typologies d'entreprises qui nous écoutent, parce que ça va d'entreprises comme Le Bon Coin à des entreprises beaucoup plus naissantes. Je pense qu'on n'aurait pas pu mieux rêver que toi pour cet épisode, donc je t'en remercie beaucoup. Avant qu'on passe aux questions de fin d'épisode, moi j'ai un sujet pour toi, qui est peut-être un sujet, je ne sais pas s'il est plus polémique, mais je pense qu'il est plus en nuance de gris, que ça rentre dans les sujets qui sont complexes, et j'aimerais bien avoir soit ton avis, si c'est quelque chose qui est de l'ordre de la préférence entre guillemets, soit tes connaissances sur la manière dont c'est abordé. C'est des situations qui ressemblent à du handicap, mais qui pour une raison ou pour une autre ne sont pas considérées comme du handicap. Dit autrement, je vais expliquer mon point autrement. À partir du moment où on a une déclaration, une reconnaissance plutôt administrative du handicap, ce que ça veut dire, c'est que même s'il y a débat et que c'est un spectre, on est obligé de tracer une ligne dans le sol. De dire à droite de la ligne, on va considérer que c'est une reconnaissance de handicap, à gauche de la ligne, ça n'est pas considéré comme une reconnaissance de handicap. Ok. Donc ça, c'est juste comme ça, malheureusement. Et il y a des cas de figure qui sont à gauche de la ligne et qui sont quand même compliqués, mais qui ne rentrent pas dans le handicap. Et alors, tu vas voir pourquoi je te parle de ça. Je vais prendre un exemple, l'hypersensibilité. Je ne sais pas si c'est reconnu comme du handicap. Tu sais Ça ou pas? peut. Ça peut, dans certains cas de figure? Ouais, dans certains cas de figure, ça peut. Ça D'accord. dépend de l'impact sur le travail. En fait, tout est une question de quel est l'impact sur le travail. Ok, d'accord. C'est ça la ligne dans le sable, justement, qui va avoir un point. Parce que ma question, en fait, c'est si tu prends la ligne, et là on va rentrer dans le côté un petit peu peut-être sulfureux de ma question, quand tu te mets sur la ligne, il y a une zone grise dans laquelle peut-être que les personnes concernées ne sont pas reconnaissables en situation de handicap, mais pour autant, en tant qu'entreprise, on pourrait quand même considérer faire des choses pour les aider. Ou pour juste reconnaître que certaines choses sont incapacitantes ou difficiles pour la personne et qu'on peut l'aider. Et là, du coup, on va plutôt être sur une approche qui est non encadrée légalement, mais qui est de l'ordre de la responsabilité sociale des entreprises, voire d'une forme d'altruisme ou d'empathie humaine, tout simplement. Et pourquoi je parle de ça? Parce que si tu remontes un tout petit peu encore sur ce spectre-là, il y a peut-être un autre cas de figure qui est assez border, moi je trouve, qui est des personnes qui vont être dans des situations plus ou moins inconfortables, et j'utilise volontairement le terme inconfortable, mais qui, par égocentrisme ou par non-intérêt pour les autres, vont vouloir qu'on les traite d'une manière qui est spéciale, alors que ça n'a rien à voir avec la réalité incapacitante d'un vrai handicap. Dit autrement, si je prends quelque chose qui est peut-être simple à comprendre, prenons le spectre autistique.
qui est un spectre, qui est donc il y a une partie qui est à droite de ma fameuse ligne dans le sable, qui est reconnue comme un handicap, et où donc il y a tout ce qu'on a dit s'applique. Il y a des choses qui sont peut-être juste un cran en dessous, où malheureusement ça va être compliqué, mais en tant qu'entreprise, on peut se dire, moi j'ai envie que mes collaborateurs se sentent bien, et du coup je vais faire attention à elles et ou eux, et faire peut-être de l'aménagement de travail plus léger, mais quand même le faire. Et peut-être qu'il y a des personnes qui sont au tout début du spectre autistique, qui va donc avoir un impact qui est très léger et qui ne les empêche pas de vivre en société, et qui est juste entre guillemets la gauche du spectre, mais qui pourrait avoir envie de se revendiquer comme étant sur le spectre autistique, et donc de bénéficier de droits, ce qui, si tu me poses la question, et je mouille un peu la chemise là-dessus, et je trouve très très indélicat par rapport à la réalité de personnes qui vivent en situation de handicap, ce qui est très lourd. Donc je voudrais bien avoir, c'était très confus peut-être, mais j'aimerais bien avoir ton avis ou tes connaissances sur justement ce continuum du handicap et les cas qui sont donc plus gris. Ta question et tes questions sont super intéressantes, donc donc à chaque fois, moi, je prends plaisir à les écouter. Donc hyper effectivement intéressante ta question. Déjà concernant la reconnaissance. Comme dit tout à l'heure, c'est une reconnaissance qui prend quand même du temps et qui est accompagnée par un certificat médical. C'est-à-dire que sans certificat médical, donc sans appui du médecin traitant, du médecin spécialiste ou du médecin du travail, il n'y aura pas de RQTH. Donc c'est un dossier quand même assez complet. Et en plus, dans le dossier, on va demander à la personne de nous expliquer quels sont ses impacts au travail. Pourquoi son handicap est impactant au travail, et pour quelle raison ça la ralentit. Et quel est son projet professionnel qui pourrait aussi, pareil, être impacté parce que la personne a un handicap. Donc encore une fois, on pense à aussi le fait que la personne doit maintenir son travail et évoluer dans son projet professionnel. Donc tout ça fait que normalement le dossier est assez complet, et la commission ensuite décide si la personne, oui ou non, elle peut avoir la reconnaissance. Ensuite, il y a aussi, avec la reconnaissance, une durée. Donc on peut dire à quelqu'un, tu as la reconnaissance pendant 2 ans, pendant 5 ans, pendant 10 ans. Et après, la personne doit renouveler son dossier. Donc effectivement, une situation de handicap peut changer. Et donc du coup, la personne peut-être pendant 2 ans va avoir besoin d'aménagement de poste, et plus après, ou en tout cas ne sera plus reconnue après. Donc déjà, ça un premier point, c'est que les personnes qui sont reconnues ont vraiment une nécessité à être reconnues. Donc c'est très rare que ça soit quelqu'un qui est reconnu mais qui n'en a pas forcément besoin. Ensuite, si quelqu'un, par exemple, effectivement a des besoins, mais ne peut pas être considéré encore comme en situation de handicap, moi ça m'est arrivé, j'ai recruté quelqu'un qui 2-3 mois plus tard m'a contacté en me disant: «Écoute Géraldine, j'ai des fortes migraines, je suis pendant ma période d'essai et j'ai déjà pris 2-3 jours de congé parce que mes migraines commencent à devenir un petit peu gênantes». Je lui ai dit que je ne pouvais pas, parce que je ne suis pas médecin. Quand on est référent handicap, on n'est pas médecin, mais on guide. Et donc je lui ai dit, je pense que dans ton cas, tu devrais aller voir le médecin du travail. Et le médecin du travail lui a dit, il lui a dit, dans ton cas, ce n'est pas assez impactant et répétitif pour que tu puisses avoir une reconnaissance. Donc il l'a dirigé vers un spécialiste. Donc là, on est au tout début, effectivement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, on est au tout début du process. Et qu'est-ce qu'on fait pour ces personnes-là? C'est le médecin du travail qui va préconiser des aménagements. Et là, on revient au tout début, c'est au niveau 0, obligation de respecter les préconisations du médecin du travail. C'est super. Merci beaucoup pour cet éclaircissement, parce qu'il est très actionnable et très limpide. Et je vais faire une dernière digression et après on atterrit ensemble, promis. Je pense que la responsabilité, la connaissance et le bon sens paysan des médecins est effectivement un énorme atout
pour des questions qui font débat. Je vais vous donner juste un exemple d'un sujet que pour le coup je connais bien, vu que de formation je suis psychologue, les sujets de santé mentale, de bien-être mental, de santé psychique, de pathologie, c'est des choses que je connais assez bien. Et donc juste vous partager une anecdote, je parlais avec, donc j'ai toute ma belle famille est irlandaise, et donc j'ai beaucoup d'amis en Irlande, et je parlais à une psychologue psychiatre irlandaise qui me racontait un peu l'évolution des sujets de santé mentale en Irlande. C'est un pays qui en a bavé et qui est très catholique et qui est très tabou, où la santé mentale c'est très tabou. Et en fait, ça s'ouvre. Ce qui est une très très bonne chose. Ça s'ouvre, on peut enfin en parler, les jeunes générations s'ouvrent sur le sujet, etc., etc. Mais ce que ça a créé de très marrant, alors moi ça me fait rire parce que je suis psychologue, mais dans la vraie vie c'est socialement plus étonnant, c'est que du coup il y a une grammaire qui est très mauvaise sur la compréhension de la santé mentale parce que c'est une terra incognita. Et en fait, ce qu'elle me disait, c'est qu'elle recevait dans son cabinet beaucoup de jeunes gens qui disaient non mais je fais un trouble anxieux généralisé ou je suis en dépression, alors qu'ils avaient peur ou qu'ils étaient tristes. Et que en fait, quand on entend des mots qu'on a l'habitude d'entendre, qui sont des mots assez forts, ouais, je suis un peu autiste, ouais, je suis un peu, on va très vite dans des extrêmes, mais en réalité, oui, entre la dépression et la tristesse, il y a un monde monstrueux. Entre l'anxiété généralisée et la peur ou le stress, il y a un monde qui est monstrueux et qui est précisément la question de l'incapacité que ça crée. Le stress ne crée pas d'incapacité, alors à haute dose un peu, mais la tristesse non plus, alors que la dépression ou l'anxiété généralisée en crée. Et ce que j'aime beaucoup, et c'est pour ça que je parlais de cette personne qui est psychologue et psychiatre, et donc une médecin, c'est que dans des questions qui font débat, où on peut se dire, bon, bah, typiquement, c'est une migraine. La migraine, c'est quelque chose que tout le monde expérimente de temps en temps, qui est déplaisant, qui peut être très incapacitant. La vraie personne qui est capable de tracer la ligne dans le sable entre est-ce que vous êtes en train de vous mettre en danger, est-ce que vous êtes en train de tirer sur une corde que vous ne devriez pas tirer, est-ce que typiquement, là, je vous prescris un arrêt de travail parce que c'est pas du stress que vous avez, vous êtes en train de vous bousiller la santé, c'est les médecins qui peuvent faire ça. Donc, je suis 100% très aligné et très ravi de ce que tu dis, parce que c'est effectivement, ça coupe court à beaucoup de questions. Ah, totalement, c'est ce que je répète à chaque fois, je ne suis pas médecin. Et du coup, il faut qu'on s'appuie d'experts à chaque fois pour toute question, mais on laisse jamais tomber. Ça, c'est vraiment chouette. On laisse jamais tomber un collaborateur qui est en souffrance. On lui trouve toujours une solution, un accompagnement, que ce soit via la RQTH, via le médecin du travail, via son spécialiste, mais faut juste pas laisser tomber. Donc, c'est-à-dire que même quelqu'un qui est très très triste, voilà, on le laisse pas tomber. On le dirige vers le médecin du travail, à voir du coup ce que le médecin du travail dira, mais on le laisse pas tomber et voilà. Donc voilà. Oui, oui, et ça te fait bien de le dire, parce que le fait d'avoir un médecin qui tranche sur une situation potentiellement handicapante, je vais utiliser un cas de figure handicapant ou non, ça peut être très rassurant. Enfin, typiquement, si vous avez peur parce que vous vivez une tristesse intense pour une raison ou pour une autre, et que votre médecin vous dit non, vous n'êtes pas en dépression, vous expérimentez de la tristesse, c'est aussi une information qui a énormément de valeur, parce que ça vous permet de peut-être couper court à un dialogue inquiétant que vous avez dans votre tête, peut-être. Complètement. Mais en tout cas, en entreprise, c'est très rare, hein, parce que les personnes ont peur du handicap, ils ont peur d'être cataloguées, donc c'est souvent l'inverse, hein. C'est souvent des personnes qui viennent me voir: «Ah mais j'ai juste besoin d'une chaise ergonomique, j'ai rien du tout. Oui, Tout va oui, bien». alors, on pourrait ouvrir un autre Un épisode autre entier débat, ouais. sur la symbolique ou la reconnaissance ou la représentation du handicap, mais déjà, tous ces outils que tu nous as donnés sont vraiment très utiles, et donc je te propose qu'on passe tranquillement à la fin de l'interview. Déjà, où est-ce qu'on te retrouve? On a envie d'engager la discussion avec toi, on passe par où? Et ben, ce sera avec plaisir et ce sera sur LinkedIn. Yes, on mettra ton profil dans la description de l'épisode. Ensuite, est-ce que tu as un livre, un podcast ou des ressources sur le sujet que tu aimerais participer aux auditeurs et auditrices? Oui, alors, j'ai, beaucoup de ressources qui sont tous des blogs sur le handicap. 1er AGFIP, je le répète, hein, source incontournable en termes de contenu. Ensuite, handicap.fr, super newsletter et super blog. D'ailleurs, ils viennent de mettre un article en ligne pour dire que le handicap pour la 6e année consécutive est le 1er motif de discrimination en France.
Donc hyper efficace, handicap.fr. Facility aussi, pareil, ils font une newsletter, pas tout le temps, mais tous les 2 mois et qui est hyper quali. Et ensuite, pour finir sur la partie handicap, Talenteo aussi, que j'aime beaucoup, qui fait des articles si ton collègue est en termes de handicap et du coup qui permet aussi aux collègues d'avoir des bonnes pratiques sur comment réagir au quotidien au travail. Et pour finir, Gloria, qu'on connaît en général parce que c'est très diversité inclusion au sens large et qui est aussi super top pour s'informer, sensibiliser sur le handicap. Top. On met tout ça dans la description, évidemment. Est-ce que tu as un outil préféré que tu veux partager à tes collègues RH? Alors, un outil préféré, je dirais pas préféré parce que je l'ai pas encore utilisé, je l'ai testé, qui est justement en lien sur la diversité et l'inclusion, qui est Data People. Qu'on a testé et qu'on va prendre nous chez Adevinta. Donc c'est un outil qui permet d'analyser les annonces de recrutement et d'avoir un score qui permet de savoir si on va réussir à recruter des personnes issues de la diversité et de l'inclusion avec notre annonce. Et ensuite, il nous donne plein de tips pour améliorer notre annonce et avoir un meilleur score. Donc je trouve ça hyper sympa, uniquement pour les annonces en anglais, mais c'est un bon début. Ouais, donc si vous avez une annonce, on recherche pirate commercial, ninja du code et tout, bon là vous allez scorer mal, hein, mais vous le savez. Et enfin, tu connais notre tradition, tu en viens toi-même parce que effectivement c'est Robin de HireSuite qui nous a mis en relation. À qui est-ce que tu aimerais passer le micro si tu étais à ma place? Qui est-ce que tu aimerais recevoir dans ce podcast? Eh ben, j'aimerais entendre Charlotte Allo, qui était dans le même master RH que moi, il y a plus de 8 ans et qui actuellement est cofondatrice d'une startup qui s'appelle Omni, qui a créé une trottinette qui s'adapte aux fauteuils roulants. Et donc background RH et en plus du coup dans le monde écosystème startup, donc je pense qu'elle a plein de choses à nous dire. Eh ben Charlotte, de deux choses l'une, quand Géraldine doit réfléchir à toutes les personnes qu'elle pourrait inviter, c'est à toi qu'elle pense, et ça n'est pas rien. Et d'autre part, tu es bien évidemment la bienvenue sur le podcast du Human Factor. Je te reçois avec grand plaisir. Géraldine, un grand merci. Je pense que c'est un épisode qui fera date et qu'on repartagera à chaque fois qu'on nous posera des questions sur ce sujet. Un grand merci pour ton temps et tout ce que tu as pu nous partager. Et puis, je te dis à la prochaine. À la prochaine, merci à toi Alexis. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour mettre en place tout ce que vous venez d'apprendre, n'oubliez pas de vous connecter sur le Yaniro Wiki. Allez tout simplement sur www.yaniro.co/wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin. Et à